là, on reçoit Olivier Thomas qui va nous parler de santé environnementale et RSE, si mes informations sont bonnes. On vous a fait, en fait, vous, c'est bis parce qu'on vous a déjà eu en audition et il y avait encore tellement de choses à raconter et à dire et à expliquer en termes de prise de conscience, mais aussi pour évoluer sur les propositions pour le système de santé afin qu'on soit plus en harmonie avec le monde qui nous entoure et donc la santé environnementale. Donc, merci d'être là. Vous avez carte blanche. Je n'hésiterai peut-être pas, sauf si ça vous dérange, et là, je préfère que vous me le disiez maintenant, à vous interrompre s'il y a des termes que je ne comprends pas. Je vais faire je suis novice en santé environnementale et donc voilà, c'est à vous et je suis tout oui, ainsi que les gens qui nous suivent ce soir et dans les rediffusions. Ok, alors surtout n'hésitez pas à m'interrompre parce que dans la mesure où vous n'avez pas posé de questions, je vais partir en freestyle dans plusieurs directions. Donc n'hésitez pas à me cadrer parce que soit il y a des questions très précises auxquelles cas j'y réponds. S'il n'y en a pas, eh bien écoutez, je vais vous donner des grandes tendances de ce qu'on pourrait faire dans le monde et dans l'univers de la santé pour bouger les lignes et obtenir de vrais résultats. Donc si ça vous va, on part comme ça et ce que je vais vous dire là est écrit, donc je pourrais vous l'envoyer à l'issue. Voilà, comme ça pourra vous pourrez avoir une trace. C'est parfait. La semaine dernière, j'ai beaucoup parlé de formation en disant qu'il fallait former les professionnels de santé, puisque je venais de faire d'animer des formations en IFSI, en Institut de soins infirmiers, et quand j'ai, pour la 10e année consécutive, entendu 300 élèves infirmiers dans 3 écoles différentes m'expliquer que ce que je leur expliquais n'était pas à l'ordre du jour de leur formation, j'étais quand même un peu atterré de voir que ces professionnels qu'on embauche ne sont pas formés sur l'éco-conception des soins, sur la prévention de l'exposition aux perturbateurs endocriniens, la prévention des risques chimiques, sur les impacts sanitaires du changement climatique. Donc, la proposition numéro 1, c'est de faire en sorte que les professionnels de santé d'aujourd'hui et de demain soient formés sur ces sujets-là. D'autres propositions après, je vais aborder les choses dans un sens, voilà, j'y vais pas forcément de manière très structurée, mais je vais aborder le point numéro 1 pour moi, qui est la décarbonation du secteur de la santé. C'est-à-dire qu'il faut décarboner l'économie, on le sait, on est face à un changement climatique terrible, qui est qui fait partie des grosses menaces à venir. Le monde de la santé représente environ 8% des émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire le double de l'aviation civile. Aujourd'hui, le monde de la santé n'a que très peu d'obligations sur le sujet, c'est-à-dire l'obligation, c'est comme les autres secteurs, c'est de mesurer les émissions de gaz à effet de serre directes, c'est-à-dire l'énergie qu'il nous faut pour chauffer nos hospitalisations, nos blocs opératoires, nos EHPAD, pour les refroidir, pour les chauffer, mais on ne mesure pas les consommations d'énergie ou les émissions de gaz à effet de serre indirectes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que 10% des émissions de gaz à effet de serre du secteur sont générées par l'énergie directe. Donc, on n'a pas obligation de travailler sur les 90 autres pourcents qui sont constitués des déplacements, des transports, des déchets, des immobilisations, c'est-à-dire des investissements, et à hauteur de plus de la moitié par les achats. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est très générateur d'émissions de gaz à effet de serre dans le monde de la santé, c'est la politique d'achat, c'est la quantité de produits que nous achetons et que nous consommons. Donc, une des propositions phares serait d'imposer aux fournisseurs des dispositifs médicaux et des médicaments de fournir la composition, la provenance des matières premières, c'est-à-dire, en d'autres termes, l'analyse du cycle de vie et l'empreinte carbone de ce qu'on achète. Ça n'est absolument pas obligatoire. Comprenez que si aujourd'hui un chirurgien veut savoir la composition de la prothèse de hanche ou de l'implant de cataracte ou de ce que l'on vous met à l'intérieur du corps humain, on ne vous le dit pas. C'est surréaliste, c'est-à-dire qu'on met dans le corps des produits dont on ne connaît pas la composition ni la provenance. Et c'est comme ça qu'on a découvert que dans des dispositifs médicaux qu'on utilise en France aujourd'hui, nous avons de l'or, du platine et de l'iridium, c'est-à-dire des métaux précieux, l'iridium valant 4 fois la valeur du platine, c'est-à-dire plus de 120 000 € le kilo. Et du fait qu'on ne sait pas quoi en faire en termes de déchets, on les met dans les dasseries, c'est-à-dire qu'on les détruit par incinération. Je vous en prie, si vous voulez intervenir, Monsieur Thomas, oui. Coupez-moi, parce que sinon on ne va pas y arriver. Non, mais il n'y a pas de souci. Du coup, ça me parle parce que moi, je suis chirurgien orthopédiste, donc des prothèses de hanche et prothèses de genoux, c'est ce que je fais tout le temps. Et il y a eu une époque où on disait, ah, il y a peut-être des allergies aux prothèses. Donc, il y a un moment, on s'est quand même posé la question de savoir ce qu'il y avait dans ces prothèses. Et comme vous l'avez dit, en fait, c'est des alliages. Souvent, on vous dit, ah, c'est en titane, ah, c'est en chrome, en cobalt. Oui, ça, c'est la grande partie de la prothèse. Mais en réalité, il y a une vingtaine de métaux
parfois rares, hein, Oui, palladium, francium, des trucs bizarres. oui, Et donc oui, nous, on n'a pas cette culture et on ne connaît pas effectivement la oui, totalité de ce qu'on met oui. C'est ça. dans une Ça, rente ça, ou un jus. ça pose deux problèmes. Ça pose le premier problème de quelle est l'empreinte carbone, quelle est l'analyse du cycle de vie du dispositif médical que j'utilise. Personne ne le calcule, donc je reviens à mon exposé de départ. Si on veut décarboner l'économie de santé, il faut que les industriels soient obligés de donner l'analyse du cycle de vie, même simplifiée, ou l'empreinte carbone des produits qu'ils vendent, parce que sans cela, nous ne pouvons pas mesurer l'empreinte carbone de l'hôpital. Quand on dit c'est 8% des émissions de gaz à effet de serre, pardon, je vais être insupportable, c'est du pipeau en fait. C'est une évaluation, c'est bidon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne fait pas la différence dans un bilan carbone d'hôpital. Allez, je vais sortir mon masque là. Ce masque-là, il est fabriqué à Toulouse. Ce masque, il a permis de créer 700 emplois à l'échelle de la ville de Toulouse. Il est biosourcé. C'est-à-dire que ça, c'est fabriqué à Toulouse, l'élastique. La barre métallique aussi, ici. Et ce tissu aussi. Je ne suis pas actionnaire chez eux, soyons clairs. Mais ça, c'est vraiment l'économie circulaire. Ça, c'est vraiment ce qui va générer la décarbonation du système. Soit j'achète ça, je crée des emplois et je réduis l'impact carbone, soit je l'achète à Pékin, comme 90% des masques français. Je les fais traverser les océans par bateau, par camion. Ça a un impact carbone monstrueux. Tout ça pourquoi? Pour une différence de 1 centime par masque. Donc, quelle est la politique que l'on veut dans ce pays? Est-ce qu'on veut relocaliser et acheter et créer des emplois et avoir la garantie que ce produit est clean? Moi, j'ai pas la garantie que le masque qui arrive de Chine, il est propre. Hein. Aucunement. Il y a peut-être des pesticides dedans, des nanoparticules, comme on en a trouvé dans certains masques en Belgique. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc, je résume cette première idée. Si on veut décarboner l'économie de la santé et si on veut la dépolluer, c'est-à-dire être sûr qu'on n'expose pas les clients, pardon, les patients ou les résidents ou les professionnels de santé à des produits chimiques ou à des composants chimiques dangereux, il faut connaître la composition et l'empreinte carbone de tous les produits. Donc, nous avons fait une proposition au ministère de la Santé déjà depuis 6 mois de créer un outil d'éco-conception des soins permettant à l'ensemble des équipes hospitalières françaises, avec un tableur, nous l'avons fait chiffrer, nous l'avons fait plancher des équipes là-dessus pendant 3 mois pour savoir ce que coûterait la création d'un logiciel d'éco-conception des soins. C'est, à mon avis, une des propositions phares pour la décennie qui arrive. Ça serait pour vous, en tant que chirurgien, le moyen, en saisissant des dispositifs médicaux, du temps, des déchets générés, des appareils, certains robots, qu'est-ce que ça consomme en énergie, qu'est-ce que ça génère comme déchets, qu'est-ce que ça génère comme gaspillage. Aujourd'hui, nous avons des sets de chirurgie ambulatoire avec des choses que j'ai en photo que l'on jette systématiquement. Vous travaillez dans les blocs avec des anesthésistes, sur les masques d'anesthésie, vous avez des hooks, des petites pastilles en plastique qui vont directement à la poubelle, qui ne servent à personne. C'est-à-dire c'est du plastique à usage unique, ça en remplit les poubelles des hôpitaux, ça a traversé la planète. Donc, en clair, créer un outil de mesure d'éco-conception des soins est quelque chose de nature à améliorer la qualité des soins et réduire l'ensemble des impacts sur l'environnement et la santé. Voilà une première idée, première proposition très structurante et qui permettrait de relocaliser des entreprises et de faire bosser des gens Et en du France. coup, ça, en déposant ce projet qui pour vous est déjà abouti, j'entends bien, ça fait 6 mois maintenant. Vous en Alors, il est êtes où dans abouti la sous forme de, démarche? il est abouti, nulle part. J'ai pas les financements. Moi, je propose une idée. J'ai écrit le plan d'action. On saurait le faire. Sauf qu'il Voilà, n'y a on pas le saurait le modèle. Il y faire. a pas. Ah oui, oui, on sait tout à fait le faire. Nous, on est capable, si on nous donne un top départ et si le ministère de la Santé finance des choses comme ça, on est capable à peu près dans 18 mois. Il y a à peu près 18 mois de travail. Hein, de fournir cela, parce qu'on a prévu de faire nous-mêmes l'analyse du cycle de vie des 500 dispositifs médicaux les plus utilisés dans le pays. Pour, si vous voulez, créer une plateforme dans laquelle, si vous arrivez sur cette plateforme, il y a déjà de la matière. Parce que si on arrive Bien sur une sûr. plateforme, sur une belle idée, et qu'en tant que chirurgien, vous trouvez aucune matière, vous allez vite vous barrer de la plateforme. Donc l'idée, c'est qu'on puisse livrer cette plateforme avec les 500 premières analyses du cycle de vie, comme ça vous auriez le choix hein, de ces dispositifs. Et en même temps, la loi climat et résilience devrait imposer d'ici 2025 aux fournisseurs de fournir l'analyse du cycle de vie des produits qu'ils vendent. Donc ça permet entre aujourd'hui et 2025 de ne pas attendre, mais de créer un outil, de créer de la CV, de mettre en ligne cela. Ça permettrait de former les professionnels de santé à cette logique d'éco-conception des soins pour qu'à partir de 2025, ça devienne quelque chose de normal. Sachez que ce que je vous évoque là existe dans le monde du bâtiment. D'accord. C'est donc pour vous dire que c'est faisable. C'est qu'il existe une plateforme qui s'appelle INIES, INIES. Vous voulez construire demain un hôpital, un hôtel, un palais des congrès, un cabinet médical à faible empreinte carbone, vous allez sur ce site et vous avez l'analyse du cycle de vie de tous les matériaux de construction. Vous êtes capable de construire un bâtiment à faible empreinte. Aujourd'hui, on n'est pas foutu de le faire dans les soins. Voilà. Alors, pour un secteur qui représente à minima 8% des émissions de gaz à effet de serre du secteur, ben, il serait quand même
important que le ministère de la Santé s'occupe de cela et impose des démarches aux industriels pour pouvoir le faire. Voilà une première piste. Dans votre modèle, est-ce que vous avez l'impact que ça peut avoir justement pour les fournisseurs de DMI ou en pharmacologie, à part le côté un peu vert, de reverdir un peu leur entreprise, ça peut être pour leur image de marque. Ouais. Eux, ça peut être des contraintes quand même supplémentaires. Par exemple, en France, on sait que un fabricant de prothèses, par exemple, aujourd'hui, la Sécu, elle tire vers le bas énormément les tarifs par rapport à d'autres pays. Moi, par exemple, les exemples que j'ai, en gros, une prothèse en France, ça va être 1 500. En Australie, au Japon, ça va être 6 000 €. Donc, forcément, il y a des marges qui se réduisent énormément. Et les grands groupes, notamment américains, tout ça, ont plutôt tendance à dire, bon, la France, c'est que, entre guillemets, 70 millions d'habitants, on va peut-être moins venir sur ces marchés-là. Est-ce que le fait de leur imposer des choses en plus, est-ce qu'on prend un risque supplémentaire? C'est une question. À mon sens, non, puisque les obligations dont je vous parle, ils les ont déjà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les organisations du monde doivent réduire de 40% leurs empreintes carbone et leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Et ça, on sait depuis 2010. C'est pas Olivier Thomas qui l'invente. Depuis l'accord de Paris et depuis la loi Grenelle, nous devons réduire par 4 nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050 avec un palier de 20% tous les 10 ans. Donc, moins 20% en 2020, moins 40% en 2030. Donc, ce que je raconte là est juste la mise en œuvre d'outils permettant de le faire pour de vrai. C'est tout. Donc, Okay. Si un fournisseur réduit, je vais vous dire, si un fournisseur réduit, allez, je vous prends l'exemple d'une solution hydroalcoolique. Vous voyez, ça, tout le monde sait ce que c'est. Il n'y a pas besoin d'être chirurgien ou anesthésiste pour comprendre ce que je vais raconter. Je vais vous en prendre une pour illustrer mon propos. Voilà, ça, c'est ce que tous les Français achètent en boucle. Je ne vais pas y arriver. Voilà. Ça, c'est des millions et des millions et des millions qu'on achète. Voilà, tout le monde connaît ça. Quel est le critère de choix de ce truc-là? La plupart du temps, quand je pose la question, on va me dire le prix. Et ça veut dire le prix. Le prix de quoi? Moi, je vais vous dire le coût global. Le coût global, c'est quoi? C'est bien sûr l'efficacité, mais il y a une norme AFNOR derrière. Le produit qu'il y a là-dedans, il n'est pas fait dans une cave, il est fait avec une norme et donc ce produit est normé. Par contre, ce qui n'est pas normé, c'est le contenant. En clair, ce déchet, quand il est vide, ça, quand je le jette, c'est marqué dessus, c'est un délit de le jeter aux ordures ménagères. C'est marqué dessus, je ne l'invente pas, c'est noir sur blanc. Donc, dans un hôpital, vous n'avez pas le droit de le mettre aux ordures ménagères. Vous devez avoir une filière de déchets toxiques. La filière de déchets toxiques, c'est à peu près 600 € la tonne. Ce sont des camions, ce sont de 10 kilométrages, des incinérations, parce qu'on n'est pas foutu en France de revaloriser ces trucs-là, parce qu'on ne les revalorise pas, les plastiques en vrai. Donc, quel est le critère de choix de ça? Eh ben, c'est le grammage du contenant. Et ce que je vous évoque là, c'est valable en éco-conception sur n'importe quoi, sur n'importe quel produit de santé. Ça, si ça pèse 300 grammes vide, ou chez le concurrent 200 grammes, il vaut mieux que j'achète le produit qui pèse 200 grammes plus cher que celui qui pèse 300 parce que je vais avoir un coût indirect, invisible à la limite, si je ne calcule pas en coût global, mais qui va être colossal en camions, en émissions de gaz à effet de serre, en particules fines, en accidentologie. Je vous donne un autre exemple. Vous êtes chirurgien, vous connaissez les douches à la bétadine nécessaires avant de faire soi-disant une chirurgie ambulatoire. Il y a 10 ans, la FCFHH nous dit il faut 2 douches à la bétadine. Une à la maison, une à l'hôpital. 10 ans après, on nous dit non, on s'est trompé, il n'y avait pas besoin, ça ne change rien, l'eau savonneuse suffit. Bon, déjà, passons. Très bien. La bétadine, c'est un contenant de 125 millilitres. Une douche, c'est 30 millilitres. Je ne vais pas vous la prendre, c'est vous le tout bib. Donc, je suis à la maison, je prends un flacon de 125, je me douche avec 30, le reste, je le jette. Clair, je ne vais pas me redoucher à la bétadine le lendemain en revenant. Très bien. À l'hôpital, j'arrive, j'ouvre 30, j'ouvre 125, je me douche avec 30, je le jette. On vient de jeter 2 flacons avec des résidus médicamenteux dedans. Donc ça, c'est une gabegie terrible. On est allé voir des fournisseurs pour leur dire, mais fabriquez des contenants en 30 millilitres. Donc le fabricant de la bétadine a refusé, ils ont le monopole, ils se régalent, très bien. Donc personne ne leur fout la pression, ils continuent à vendre, c'est formidable. En plus, avec la caution de la SFHH derrière pendant 10 ans. D'autres fournisseurs ont accepté de faire des flacons en 30 ml. Le problème de fond, c'est que le prix de vente du flacon en 30 ml égale le prix de vente du flacon en 120 de chez Bétadine. Résultat des courses, il n'y a pas un pharmacien de France qui a acheté le flacon en 30, pensant faire un coup en achetant un flacon au même prix de 125. Mais c'est une erreur en coût global. Donc du coup, on a plombé ce fournisseur qui avait inventé ce flacon en 30 et on est reparti sur du flacon en 125. Pardon de faire un peu long, mais quand on est sur une dimension d'éco-conception, eh ben ça, c'est valable sur 100% de ce qu'on achète dans le secteur. 100% de ce qu'on achète pour les soins dans notre pays.
Donc, je pourrais vous en écrire un bouquin. Je ne veux pas faire trop long que sur cette idée-là. Oui. Mais cette culture de l'éco-conception adaptée à la santé permettrait de réduire les gaspillages, les coûts et les impacts associés, c'est-à-dire pollution, transport, dioxine par l'incinération, etc. Pour être tout à fait positif, oui, pardon. Non, non, heureusement, des fois, on arrive à faire les 2 douches à la maison. C'est ce que je me dis pour les patients qui arrivent à la clinique déjà douchés et qu'on ne redouche pas. Voilà, Bien sûr. c'est l'aparté. Mais par contre, oui, c'est sûr qu'à vous écouter sur ça, on se dit, bah, évidemment, Olivier Thomas, il a raison, et comment on peut encore laisser faire les choses comme ça. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion, c'est tout. Je veux dire, ce sujet-là, moi, je Et les ça, traite c'est pas de la cuillère. volonté politique. Mais il n'y en a pas. Il n'y a pas de On est politique de d'accord. santé dans ce pays. Je ne fais pas de politique quand je dis ça. Je sais qu'on est enregistré, que je sais que ça va être vu. Je ne suis pas en train de faire de la politique. La droite et la gauche, c'est pareil. Sur ces sujets-là, moi, ça fait 20 ans que j'écris des choses, et ce que j'écrivais il y a 20 ans est toujours d'actualité aujourd'hui. Ça n'a pas changé. D'ailleurs, je vous fais une autre proposition qui était faite il y a 20 ans, qui est toujours la même aujourd'hui. Le monde hospitalier est un monde qui achète, qui consomme. C'est par exemple le plus grand restaurant de France. On n'en a pas la conscience, mais le plus grand restaurant de notre pays, c'est l'hôpital. Avec un nombre de milliards de repas que j'arrive pas à retenir, tant ce chiffre est gros. Il y a une loi Egalim qui dit qu'il faudrait que dans la restauration collective, 50% des aliments fournis soient éco-labellisés et 20% issus de l'agriculture biologique. C'est super de pondre des lois comme ça, c'est vraiment génial. Le politique peut mettre une croix dans la case, j'ai pondu une loi, sauf qu'elle n'est pas applicable. En clair, si vous appliquez la loi Egalim à l'hôpital, quand vous avez un coût alimentaire jour de 5 € à peu près pour nourrir un patient français, bah, si vous appliquez la loi Egalim, vous augmentez de 15 à 20%. Qui paye? Voilà, je pose tout simplement la question, qui paye cela? Puisqu'on n'augmente pas la dotation des hôpitaux, on ne veut pas augmenter la dépense, ça veut dire qu'on sort des lois que l'hôpital ne peut pas appliquer. Donc, c'est vraiment mettre une épée de Damoclès sur tous les dirigeants. Donc, moi, je fais une proposition très claire. Sur tout ce qui touche les produits sains et respectueux de l'environnement pour l'alimentation, et idem sur les matériaux de construction, je vais y revenir, c'est d'appliquer un taux de TVA réduit sur ces produits-là. Pourquoi? Parce que l'hôpital ne récupère pas la TVA. Donc, lorsque vous avez un taux de TVA à 20% sur, par exemple, les matériaux de construction, de rénovation, les peintures, les revêtements de sol, les portes coupe-feu, les faux plafonds, bref, sur tout ce qui compose la construction d'un hôpital, l'hôpital ne récupère pas la TVA. C'est-à-dire qu'un hôpital qui coûte 10, si vous construisez un hôtel qui coûte 10, eh bien, en fait, il va coûter 8, parce que l'hôtel va récupérer la TVA. L'hôpital, non, ça va coûter 10. En revanche, si on appliquait un taux de TVA réduit sur tous les produits d'alimentation éco-conçus, sur les cosmétiques éco-conçus, sur les matériaux de construction exempts de composés organiques volatiles, de nanoparticules, de produits émissifs dans l'air et dangereux qui génèrent des maladies, eh bien, on pourrait rendre cela accessible à l'ensemble des hôpitaux français pour fournir des hôpitaux qui soient totalement dépollués. Il faut baisser la TVA sur ces sujets-là parce que l'hôpital ne récupère pas la TVA. L'hôpital au sens générique du terme, ça touche toutes les cliniques privées également. Bien sûr. Monsieur Thomas, on sait que le parc hôtelier, enfin le bâti de l'hôpital, que ce soit effectivement public ou privé, est par pas mal d'endroits vieillissants. Vous préconisez plutôt quoi? De repartir sur quelque chose de neuf et qui soit éco-labellisé, justement, ou est-ce qu'il faut partir de l'existant et le transformer en quelque chose qui serait éco-responsable? Alors, il n'y a pas de dogme dans les sujets de la RSE, c'est-à-dire que ce n'est pas tout blanc, tout gris, tout vert. Il faut s'adapter. C'est-à-dire qu'un bâtiment qui a un siècle, et j'en connais dans certains CHU, très beaux bâtiments, mais qui ne sont pas isolés, qui sont des passoires thermiques, bah, faisons-en peut-être autre chose et reconstruisons des bâtiments. Et non pas éco-labellisés, si je puis me permettre, mais éco-conçus. Je ne veux pas jouer sur les mots, mais c'est vachement important. Un éco-label, c'est une chose, c'est du marketing en fait. J'exagère à peine. Une éco-conception, c'est différent. Quand on fait l'éco-conception d'un bâtiment de santé, nous en faisons, on passe avant l'architecte. C'est-à-dire qu'on donne des préconisations à l'architecte. Par exemple, dans une éco-conception, pour rendre ce sujet un peu abstrait, concret pour tout le monde, voilà. Aujourd'hui, dans un hôpital, on traite en moyenne 7 déchets. Voilà, c'est la moyenne française, c'est entre 7 et 12. Il existe 65 déchets dans un hôpital. Donc, je vous tiens le pari qu'entre aujourd'hui et 2030, c'est-à-dire qu'à notre échelle, vous et moi, ça paraît loin, 2030, mais à l'échelle macro, c'est demain matin. Je tiens le pari que dans quelques années, il y aura 50 filières de déchets à l'hôpital. Demain, les dasseries n'existeront plus. On va trier, on va faire de la collecte sélective des dasseries. Dans une poubelle de déchets d'activité de soins à risque infectieux, vous avez du métal, du plastique, du papier, du métal. Tout ça là, ça se collecte à part. Du verre, bien sûr. Tout ça là, tout ce que je viens de citer, si vous avez 5 poubelles, vous revalorisez 100% de ce que je viens de vous dire. 100%.
Donc, on peut tenir le pari que d'ici 5 à 10 ans, il y aura non pas 5, 6 filières de déchets dans un hôpital ou dans un hôtel ou dans une administration. Il y en aura 50. Parce qu'il va falloir arrêter de produire des déchets et de les détruire. Il va falloir créer de l'économie circulaire. Si vous n'intégrez pas ce que je vous dis là aujourd'hui dans la conception d'un bâtiment, eh bien, lorsque vous allez ouvrir votre hôpital neuf dans 3 ans, vous devrez rajouter un Algeco pour faire du stockage de déchets. Donc, l'éco-conception, ça vient très, très en amont. Donc, oui, il faut faire de l'éco-conception dans le monde de la santé. Autre exemple, qui est un sujet que je voulais… Oui. Par rapport aux filières justement du tri, parce que vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, alors peut-être que ça nous dévie un peu de votre programme d'intervention ce soir, mais ça touche vraiment tout le monde, que ce soit à la maison, à l'hôpital, tout ça. La plupart des gens maintenant sont sensibilisés à faire du tri. On a les poubelles jaunes, on a le verre, on a des choses comme ça. Vous avez dit, le plastique, au final, il n'est pas trié. Donc, ce qu'on fait, finalement, c'est juste, on se donne bonne conscience, mais au final, derrière, on n'a pas de politique vraie de traitement de ces déchets-là. Je vous engage à faire intervenir autour de cette convention du vrai Ségur de la santé des professionnels du déchet. En France, on ne revalorise pas le plastique, non. On le sous-traitait à la Chine et la Chine a fermé ses frontières. On ne sous-traite plus le traitement de nos déchets en Chine. Donc, la France ne revalorise pas le plastique. C'est très, très rare. C'est jeté. C'est de la revalorisation énergétique, en fait. On fabrique de la chaleur et encore. Donc, on ne revalorise pas le plastique dans notre pays. Donc, non, hélas, alors qu'on pourrait. Aujourd'hui, vous avez des filières géniales. Ça aussi, quoi. Mais bien sûr, et puis il faut l'obliger. C'est-à-dire qu'il faut mettre dans le prix de vente, il faut faire de l'économie circulaire. Regardez, je reprends l'exemple de ce masque-là. Oui. Là, on est en discussion avec eux pour que on les a connectés, ces gens-là, avec des usines en France. Il n'y en a que 5 qui revalorisent ça. Avec ça, on fabrique des consoles de bagnole. Donc, soit vous le jetez dans la pampa, dans la nature ou dans les océans, on en va partout, soit vous le mettez à la poubelle, ça va, la poubelle, c'est transporté, c'est incinéré. Soit vous l'amenez chez quelqu'un qui va vous le transformer en autre chose. Mais c'est ça qu'il faut générer dans notre pays. C'est-à-dire qu'il faut mettre ça dans le prix de vente de ce machin-là, et c'est valable pour tout le reste. Hein. Dans le prix de vente de ce machin-là, il faut mettre la revalorisation du déchet. C'est ça l'analyse du cycle de vie. Je discutais avec des fournisseurs de gaz médicaux. Ça vous parle des gaz médicaux avec ces bonbonnes en alu. Vous vous rendez compte que dans tous les blocs où vous bossez, docteur, on les jette. Non mais c'est du délire. On jette les bonbonnes en alu. Il n'y a pas de collecte de l'alu. Je suis en train d'essayer de monter une filière de revalorisation du verre médicamenteux. Vous vous rendez compte, il n'y en a pas. Ça fait 10 ans que j'en parle aux différents ministères de la Santé. On est dans un pays où on incinère dans les dasseries le verre médicamenteux alors qu'on commence à manquer de silice dans la fabrication du béton. C'est fou. Et quand vous parlez de ces sujets-là au ministère, je n'ai pas d'interlocuteur depuis 10-12 ans. Donc on l'a fait. On a pris 3 hôpitaux, très clairement, là. On vient de faire cette expérimentation, mais c'est du bénévolat. Hein. Ce qui ne peut pas fonctionner. Moi, l'histoire que je vous raconte là, elle n'a aucun sens. On a pris 3 hôpitaux, le CHU de Grenoble, de Montpellier et la clinique Pasteur à Toulouse. On a catégorisé leurs déchets médicaux. Ils ont accepté de jouer le jeu. Ils ont fait du tri sélectif de verres médicamenteux. Ils arrivent à 100 tonnes par an. Je ne sais pas si vous voyez, juste 3 établissements, 100 tonnes. Il y a 3000 établissements dans le pays. Et avec ces 100 tonnes, on est allé voir un fabricant de béton, lui demandant s'il était prêt à récupérer cette matière pour la mettre, donc pour mettre cette silice dans la fabrication de béton. Oui, c'est faisable. Sauf que dans la mesure où le gisement est trop petit, parce que moi je n'organise pas ça, c'est pas mon métier de faire ça. Puisque le gisement est tout petit, le prix à la tonne est le même prix que le traitement d'asserie. Qu'est-ce que vous les emmerdez, mais qu'est-ce que vous les emmerdez à faire du tri? Comment vous allez motiver les salariés dans les blocs opératoires et les hôpitaux à faire du tri alors qu'il n'y aura pas de réduction du coût? Ça n'a pas de sens. Donc il faut mesurer ce que je vais vous dire là est valable pour tous les déchets en France. Il faut mesurer les gisements de déchets à l'échelle de l'ensemble de l'hôpital français dans toutes les régions. Quel est le gisement de métal à usage unique, de verre, de plastique, de masques, de métaux précieux comme de l'or, du platine ou de l'iridium? Quel est ce gisement? Une fois qu'on a la nature du gisement région par région, construisons des usines, créons des emplois. Mais nous n'avons pas d'interlocuteur sur ces sujets-là. Et ce n'est pas des sujets qui datent d'hier, on les portait déjà il y a 20 ans. Donc l'économie circulaire est une clé dans notre pays, véritablement. Et en plus, je pense que les soignants qui sont dans les blocs, mais pas que, hein, partout, seraient ravis de savoir que ce qu'ils ont fait bien comme tri, justement, va servir à quelque chose. Quoi. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que ça vous paraît normal qu'on jette des sondes de cardiologie à 1200 € balles, à 1200 balles pièce en dasserie qui contiennent or, platine et iridium? Alors que si les fournisseurs avaient l'obligation de nous donner la composition, je reviens à mon point de départ, hein, puisqu'ils ne nous le donnent pas, vous ne savez pas si le machin que vous jetez, vous ne savez pas ce que c'est. Donc vous le jetez. Quand vous savez que c'est de l'or, du platine et de l'iridium, vous pouvez mettre une collecte. Et il y a des établissements aujourd'hui qui ont mis des collectes
mais qui se débrouillent comme ils peuvent pour arriver à le revendre. Mais c'est pas structuré, c'est pas officiel, c'est nul. Voilà, ça pourrait s'organiser. Tout à fait. Nous, on en est à les bistouries électriques, par exemple, de garder le câble parce qu'il y a du cuivre ou des choses comme ça. Hum. Et par contre, là, vous nous avez donné 2030 avec la réduction de 40%. euh, mais le problème, c'est si en France, on n'a pas d'usine de recyclage à l'heure actuelle, même si on lance la mise en route de la construction de ces usines, on ne sera jamais prêt en 2030. Non, 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 on en a des usines, sauf qu'on n'a pas de pilotage de ces sujets dans le pays. Comme je vous le disais, vous avez, je les cite, D'accord. je ne suis pas actionnaire chez eux, Cosmolis à Lille, c'est transformer ça. Voilà. OK. Sauf que l'hôpital qui va dire, je mets une collecte en place pour faire ça, ça va du côté du pognon. Mais non, c'est l'inverse. Il faudrait qu'il soit payé l'hôpital pour faire ça. Le problème, c'est qu'en France, on a une politique inverse sur le déchet. C'est-à-dire que plus on va taxer le déchet, plus on va en trouver dans la nature, en fait. En fait, il faut Mhm. faire l'inverse. Il faut payer le déchet. C'est une matière première, le déchet. Et il faut même arrêter de parler de déchets. Parlons de matière résiduelle. Aujourd'hui, si nous considérons que toutes ces matières résiduelles sont revalorisables, mais vous avez plein d'industriels en France qui demandent que ça. Sauf que qui pilote ce sujet-là? Vous voyez, le sujet que je vous dis là, il n'y a pas d'interlocuteur au niveau national. C'est ni le ministère de la Santé, c'est ni le ministère de l'Environnement, c'est ni l'ADEME. Si l'ADEME a annoncé récemment qu'elle allait payer des banaliseurs à Dasserie. Vous êtes tout bide, vous savez qu'on peut incinérer le Dasserie ou le banaliser. C'est-à-dire on le met dans un espèce d'autoclave, on appuie sur le bouton, il est stérilisé, et on va le mettre en ordure ménagère. Mais financer des banaliseurs n'a aucun sens. Aucun. C'est dépenser de l'argent, c'est jeter de l'argent par les fenêtres. Alors je sais que ça fait pas plaisir quand je dis ça, parce que je crois qu'il y a plusieurs millions d'euros qui vont être mis sur le sujet. Non, ce qu'il faut faire, c'est mesurer le gisement, encore une fois, et créer dans les régions de l'économie circulaire. Ça a du sens. Et des professionnels du déchet, on a identifié 2 fédérations nationales de professionnels de déchets, ils n'attendent que ça, que de transformer des matières premières. Ils n'attendent que ça. Mhm. Mais là, par exemple, stériliser des déchets pour pouvoir les mettre effectivement dans la poubelle qui coûte moins cher à récupérer, c'est probablement pas des personnes qui sont soit sensibilisées donc à l'environnement ou à peine comme moi, soit parce que c'est une vue à court Ah terme ouais, de ça va moins coûter, ça va pas nous coûter cher, on n'est pas en dasserie et du coup on va ça gagner de n'a l'argent. aucun intérêt, ça fait 2 traitements. Vous avez un premier traitement thermique où vous chauffez, C'est vous pas stérilisez, revalorisé. vous transportez, et vous avez un deuxième traitement qui détruit en incinération. Ça n'a aucun sens. Mhm. Aucun. Non, Ça ça n'a consomme aucun de sens. l'énergie. Oui. Mhm. Donc ça n'a aucun sens. Aucun. Ok. Donc ça me permet de faire la transition avec le sujet de la transition énergétique dans le secteur de la santé. Le Ah, je secteur de suis la fier de vous santé, l'avoir donné celle-là. merci. Le secteur de la santé, c'est un endroit où on consomme beaucoup d'énergie. On fonctionne H24, 365 jours par an. Je pense qu'en dehors des prisons, il n'y a rien d'autre qui fonctionne 365 jours par an et H24. Même les hôtels ne fonctionnent pas autant le week-end. On sait qu'il y a des taux d'occupation qui baissent. Donc, le monde de la santé, c'est du traitement d'air, c'est des blocs, c'est de la restauration, des prises de courant, du gaz, de l'élect, du fuel pour l'électrogène. Très bien. On doit réduire de 40% la consommation d'énergie d'ici 2030. C'est la loi. C'est le décret tertiaire qui s'applique à tous les établissements. Mais on ne s'est juste pas posé la bonne question. Qui finance la transition énergétique? En Angleterre, ils ont créé le Fonds pour la transition énergétique hospitalière. C'est-à-dire qu'on a dit, on met X milliards d'euros sur la table, on fait de l'isolation, on reconstruit, on change les fenêtres, on fait tout ça. Mais où est ce fonds d'investissement français? Il n'y en a pas. Quand on écrit à l'ADEME pour leur dire, et je l'ai fait récemment, est-ce que vous pouvez accompagner dans les régions la transition énergétique? L'ADEME répond non, on n'est pas là pour assurer la transition énergétique du secteur hospitalier. OK, qui le fait? Je pose la question. Il n'y a pas de réponse. Donc, c'est un vrai sujet parce que je pense, si je vous le dis autrement, que si le monde de la santé Question du ne... néophyte, je vous coupe Oui. 30 secondes. L'ADEME, c'est l'acronyme de… C'est l'agence qui gère en France, c'est l'agence d'État qui gère la réduction des consommations d'énergie. D'accord. Et qui est parfaitement efficace dans plein de domaines, sauf que dans la santé, c'est pas géré. Autre exemple, personne ne connaît le nombre de mètres carrés d'établissements de santé dans le pays. Ça commence par là, si vous voulez. Ça peut Mhm. paraître étonnant, mais il n'y a pas un ministère en France qui sait le nombre de mètres carrés et la consommation énergétique du secteur de la santé. Donc, si on veut faire une vraie transition énergétique sérieuse, si on veut se projeter dans les 20 ans qui viennent pour réduire l'empreinte et résoudre ce problème du changement climatique, il faut commencer par faire les choses dans le bon ordre. C'est quel est mon parc? Quelle est ma consommation d'énergie? Quel est mon objectif? Tout ça n'existe pas. Ok. Donc, on distribue de la subvention et du pognon à droite à gauche. Mais bon, je suis pas sûr qu'il y ait de quelconque résultat à terme, puisqu'on ne sait pas de quoi on part. Comme si je vous dis, C'est allez, pas on va tous se évalué. mettre. Non.
C'est comme si on se dit tous en ligne, allez, on va tous se mettre au régime, mais bon, on va pas se peser, et puis on verra. Je suis pas sûr que quand on se retrouve dans 6 mois, on puisse dire notre action a marché. Vous voyez, notre plan d'action est le tien et le mien. Voilà. Donc c'est pas piloté, tout simplement. Ouais, pas de pilote. Autre sujet que je voudrais aborder, au-delà de l'énergie, je voudrais aborder le sujet de la qualité de l'air intérieur, qui est un de mes sujets favoris. Pourquoi? Parce que la qualité de l'air intérieur en France est déplorable dans les bâtiments recevant du public. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ANSES qui a quand même évalué à 48 000 décès prématurés par an, c'est pas une paille, et à 19 milliards d'euros de dépenses par an pour la Sécu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 19 milliards d'euros par an le coût de la mauvaise qualité de l'air intérieur. Et la qualité de l'air intérieur, c'est simple à résoudre. Ça correspond à quoi les 19 milliards d'euros de mauvaise qualité de l'air? Maladies générées. Asthme, Donc pour les allergie, patients, arrêt de pour les travail. soignants, ouais. Non, pour tout le monde, pas pour. Je parle plus de l'hôpital là. Je vais refaire un focus hôpital. Pour vous, là, vos c'est bureaux, dans l'habitat alors. C'est habitat, ouais, hôpital dans les partout en France. bâtiments recevant du public. L'air intérieur en France, ouais. Okay. Pardon. Les problématiques d'air extérieur, on les connaît, les particules fines, tout ça, on le connaît. On connaît moins l'air intérieur. Il faut savoir que l'air intérieur dans les bâtiments français est 7 fois plus pollué que l'air extérieur. D'accord. Pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'on nous vend des matériaux de construction et de rénovation qui dégagent des composés organiques volatiles dans l'air. Voilà, donc ça fait partie des préconisations de tout à l'heure. Mettons un taux de TVA réduit pour des matériaux de construction non émissifs, parce que souvent ils sont plus chers. Si vous voulez faire un hôpital ou un hôtel ou un théâtre avec une super qualité d'air intérieur, il faut acheter des matériaux qui n'aient pas de composés organiques volatiles. Mais ça coûte plus cher. Donc, dès que vous faites un projet, vous dites non, je prends les matériaux les moins chers, donc les plus émissifs. Aujourd'hui, vous avez quand même des matériaux qui dégagent du formaldéhyde dans l'air. Vous connaissez bien ça en tant que toubib. Respirer du formaldéhyde toute la journée dans son boulot, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Vous avez aujourd'hui des professions de santé qui sont très exposées, comme les dentistes ou les podologues. Les podologues, j'ai alerté le président du syndicat des podologues, il m'a dit qu'il n'avait pas les moyens de résoudre le problème. Je lui ai proposé de changer de métier dans ce cas-là. Les podologues sont très exposés parce qu'ils manipulent des produits très émissifs dans l'air, notamment des colles à base d'époxy. Et quand on est dans un cabinet de podologues français, ils sont exposés à 20 fois les valeurs limites d'exposition à la santé humaine. 20 fois. Mais ça n'intéresse personne. Hein. Donc, quand je vous parle de qualité d'air intérieur, quand je vous parle de mettre en place des matériaux sans composés organiques volatiles avec un taux de TVA réduit, parce qu'encore une fois, ça permettrait de les acheter, ou alors je ne le dis plus, mais d'interdire les produits émissifs. Mais je ne le dis plus parce qu'on a tellement de lobby en face de nous qu'on ne peut rien interdire. Voilà, donc je ne le dis plus. J'ouvre juste la parenthèse. Mais je reviens sur la notion de l'éco-conception des bâtiments. C'est-à-dire qu'en clair, si vous faites une éco-conception de bâtiments, moi, c'est ce que je préconise dans toutes les éco-conceptions que je porte, c'est de dire je mets des capteurs de composés organiques volatiles et de CO2 dans toutes les pièces à la construction. Pas en rénovation, ça coûte trop cher, il faut refaire tout le câblage. Mais si je fais ça à la construction d'un bâtiment, qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir une ventilation adaptée à l'utilisation des locaux. Ça change tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des hôpitaux français. Et quand je dis hôpital, c'est valable pour tout le secteur de la santé, mais c'est valable pour tout le secteur de bâtiments accueillant du public. Un théâtre, un cinéma, la ventilation, c'est on-off. Soit c'est allumé, soit c'est éteint. C'est comme ça que ça marche en France. Nous, ce qu'on préconise, c'est de mettre des capteurs dans toutes les pièces qui surventilent quand on est nombreux. Voilà, quand il y a beaucoup de gens, on surventile pour qu'il n'y ait pas de CO2 et pas de composés organiques volatiles. On surventile quand on fait du ménage si on utilise des produits toxiques. Et quand c'est le week-end et quand on ferme les pièces et qu'il n'y a personne, on sous-ventile, on met à 20%, qui est la réglementation. Ce qui veut dire qu'au début, vous avez un petit surcoût, c'est ça l'éco-conception. Mais sur les 10 ans, vous le récupérez 10 fois parce que votre consommation d'énergie sur les pièces, vous aurez une meilleure qualité d'air intérieur et vous aurez une moindre dépense énergétique. Donc, vous voyez que dans tous les thèmes que j'évoque, ils sont liés. Oui, et puis aussi, on peut quand même rajouter que les gens vivront mieux. Oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. C'est quand même la base de tout, ça, de respecter l'environnement, que ce soit intérieur, extérieur, c'est ça. pour améliorer la qualité de vie, quoi. C'est ça. Je ne reviens pas sur la formation des personnels, j'en ai largement parlé lors de ma dernière session. Juste vous rajouter un élément qui me paraît important en termes de formation important, c'est que la Haute Autorité de Santé a fait un gros effort puisque les sujets de la RSE et de la santé environnementale étaient jusqu'alors optionnels. C'est marrant, hein, Haute Autorité de Santé qui met des critères optionnels sur ces sujets-là. Bon, ça vient de changer en 2020, ils ne sont plus optionnels. Il y a 31 items sur la RSE qui intègre les nuisances, la réduction des nuisances chimiques, des pollutions, sur la qualité de vie au travail, sur la
réduction des nuisances sonores et lumineuses, sur le fait d'avoir une politique d'achat. Donc, en soi, c'est génial. Sauf petit détail, en France, il y a, je crois, 600 visiteurs experts qui sont censés faire les contrôles et des visites de certification des hôpitaux. On les a juste pas formés sur le sujet. Donc ça, c'est vraiment le meilleur moyen de tirer vers le bas. C'est-à-dire que quand vous avez des établissements très engagés que je connais, qui ont été visités par des visiteurs experts, mais on leur pose pas de questions sur le sujet pendant la visite, alors qu'eux ont fait des efforts terribles, ils sont allés au-delà de la loi pour justement montrer qu'ils étaient très engagés, mais il n'y a pas une seule question qu'ils auraient posée parce qu'on est face à des visiteurs experts qui ne sont pas formés. Je trouve vraiment dommage qu'il n'y ait pas d'autorité dans ce pays qui dise à la autorité de santé ce qu'elle a à faire, parce que nous, on s'est adressé à eux en leur disant, mais formez les gens. On a même fait des modules de e-learning, ça coûte rien du tout. Personne ne répond. Donc, c'est dommage qu'on ne soit pas dans une dynamique de formation, de socle commun pour les professionnels de santé sur tous ces sujets-là. Donc, ça, c'est pour en remettre. Aujourd'hui, la certification d'une clinique, d'un hôpital, je pense à peu près tous les bâtiments hospitaliers médicaux, c'est toujours un stress. Moi, je vois c'est toujours un stress. Est-ce que je vais être certifié? Est-ce que je vais être bien certifié? Tout ça. Mais la partie qui est certifiée, clairement, moi, je ne vois pas dans les items la partie éco-responsable. Si, c'est un nouveau chapitre, le critère 3.6.04. Et ça ne représente rien du tout, alors? Si, il y a 31 items dedans. C'est cela, c'est les 31 items que vous venez d'évoquer. Oui, c'est super. Avec des gens qui ne savent pas ce que c'est réellement, oui. Donc ils ne vont pas aller chercher l'info. Sur le papier, la HAS a mis la croix dans la case, j'ai posé 31 items, mais vous n'avez pas un visiteur expert de France qui est formé. Donc, sur le sujet, allez, prenons-en un sujet sur la réduction des nuisances sonores. Bon, et alors, voilà, c'est quoi le sujet? Vous voyez, on sait que les nuisances sonores, il y a un coût. Hein. Il y a un rapport en France qui montre le coût. On parle des nuisances sonores comme étant le 4e coût de dépense de l'assurance maladie dans le pays. Le coût social des nuisances sonores a été évalué. Donc, on vous met une nuisance sonore, mais il n'y a pas de critères, il n'y a pas de mesures, il n'y a pas de plan, il n'y a rien. Donc, c'est bien joli de mettre ça dans un référentiel HS, c'est super, bravo, c'est génial, sauf qu'il faut former les gens. Ce matin, j'étais en réunion au ministère de la Santé, je me suis amusé, c'est très polémique ce que je vais dire, surtout que je sais que c'est enregistré, à mesurer les nuisances sonores avec un décibelmètre. On était à 70 décibels dans le haut du ministère à cause du chauffage. Les personnels qui étaient à l'accueil ne pouvaient pas entendre les gens qui arrivaient. En plus, avec le Covid, il y a des trucs en plexiglas. Mais c'est incroyable. Donc, le sujet des nuisances sonores est un vrai sujet. Comment on l'évalue? Comment on félicite celui qui a mis en place des actions? Comment on le soutient? Comment on sanctionne celui qui n'en fait pas? Pourquoi on ne sanctionne pas le hall du ministère de la Santé où ces pauvres gens travaillent avec 70 décibels? C'est du délire. Donc, si vous voulez, on fait des normes, on fait des lois, mais on ne les applique pas derrière. Voilà, donc c'est un vrai problème. Et la HAS en rajoute une couche, puisqu'ils ont mis 31 items sur le sujet, mais on ne définit pas les critères et on ne forme pas les gens qui vont faire les visites. Donc ça tire vers le bas. Parce que les établissements que j'ai rencontrés, qui ont été visités, qui avaient plein d'actions menées exemplaires, qui étaient fiers de les montrer, n'ont même pas été évalués. Oui, et inversement, il y a tous les autres qui vont craindre, qui vont faire des petites améliorations à la marge pour passer les 31 items. Oui, ou qui n'en feront pas et qui ne seront pas sanctionnés pour autant. Donc, en fait, c'est le nivellement par le bas total. Voilà. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut plutôt valoriser, effectivement. Ah ben, ça demande tellement de… Aujourd'hui, c'est tellement loin. Bien sûr. Et on part de très loin. Et pour mettre en place ça, il va falloir inciter et valoriser. Bien sûr. Il faut soutenir. Et donc, ce que je propose là, c'est de l'éco-conditionnalité. Moi, je propose clairement d'inventer de l'éco-conditionnalité des sommes allouées dans le monde de la santé. Il y a beaucoup d'argent qui est distribué dans la santé, hein, des subventions dans tous les sens. Hein. Il y a des milliards, hein, les MIGAC, 10 milliards par an. Il y a des financements partout. Où sont les critères d'éco-conditionnalité? Voilà, c'est la question. Bon, il n'y en a pas, hein, mais ça serait quand même une très bonne réponse. Tout à l'heure, on en a parlé à la session de midi un peu, et effectivement, il n'y a pas de… Les sommes, les budgets sont alloués, effectivement, mais derrière, il n'y a pas d'évaluation de la dépense et la valorisation des actions entreprises au niveau des territoires. Voilà. Oui, mais il n'y a pas de critères d'attribution non plus. Donc, ce n'est pas évalué après, mais moi, je vous parle carrément de critères d'éco-conditionnalité. C'est-à-dire que je vous prête ou je vous donne des subventions parce que vous êtes quelqu'un d'engagé qui le prouvait. Tel n'est pas le cas. Pour soutenir les plus engagés, regardez, vous avez la loi sur les bilans d'émissions de gaz à effet de serre dans le pays. C'est obligatoire pour tous les établissements privés de plus de 500 salariés. Donc déjà, la loi est mal faite, parce que les établissements privés de plus de 500, il n'y en a pas. Il y en a 40 sur 1200. Donc ça concerne personne.
et pour tous les établissements publics de plus de 250 salariés. Donc ça concerne tous les établissements publics, là, en l'occurrence. Ils n'ont pas fait leur bilan d'émissions de gaz à effet de serre. C'est quand même un problème. Comment vous voulez qu'on arrive à réduire l'empreinte si on n'a pas l'outil, puisqu'on doit faire un bilan d'émissions de gaz à effet de serre tous les 4 ans? Donc ceux qui l'ont fait, qui ont mis en place des actions, non pas d'éco-conditionnalité, on ne leur donne pas de moyens ou de subventions supplémentaires, et ceux qui ne l'ont pas fait ne sont pas sanctionnés. Donc encore une fois, tout le système tire vers le bas. Il faut véritablement soutenir les gens engagés, sanctionner les gens qui ne le sont pas. Et est-ce Voilà, que comme vous avez à l'impression l'école, que quand ça on nous bouge? tapait sur les doigts. Est-ce que vous avez l'impression que ça bouge? Parce que ça fait 20 ans que vous faites Oui, ça. oui. Je pense que moi, enfin, j'ai l'impression que la génération, la mienne, a pris ça un peu de plein fouet sans s'en rendre compte au départ et est beaucoup plus intéressée par ça maintenant. Celles qui vont venir après nous, on peut imaginer qui vont être très sensibilisées. Oui. Puisque quand on a des ados à la maison, presque on se fait reprocher notre conduite, mais qui est déjà moindre que celle de la génération d'avant. Pour autant, moi, je n'ai pas l'impression qu'ils changent complètement leur comportement. Vous, au niveau des ministères, vous devez avoir des personnes de tout âge. Est-ce que vous avez l'impression que la génération des futurs dirigeants et des hauts fonctionnaires a pris en compte cette dimension-là de Alors, l'écologie? vous avez posé plusieurs questions. La première, en début de votre phrase, c'est est-ce que les choses bougent? Oui, très clairement. D'accord. 100% des gens sur le terrain sont d'accord avec ce qu'on évoque aujourd'hui là. Là, on est une vingtaine en ligne, on serait 500, on serait 2000. Je pense que tout le monde serait d'accord pour dire oui, en effet, il faut réduire nos impacts, soutenir ceux qui le font bien, blablabla, blablabla. Je pense pas que ça soit polémique et qu'on ait beaucoup de résistance par rapport à ces choses qui sont de bon sens. Puisque ce que moi j'évoque, je suis juste le porte-parole de ce que je vois sur le terrain auprès des soignants depuis 20 ans, c'est tout. Voilà. Donc oui, ça bouge à fond sur le terrain. Et les nouvelles générations bougent. Là, cette semaine, j'ai formé à peu près 300 élèves en école d'infirmière, bénévolement, puisque l'État ne le met pas à l'ordre du jour et qu'il n'y a pas de budget pour le faire. C'est drôle, enfin, c'est triste. Et ils m'ont dit comment on peut faire pour s'engager. Alors là, les hôpitaux vont me détester. Je leur ai dit, ben, postulez dans les hôpitaux, puisque vous êtes en pénurie, hein, il n'y a plus assez de soignants, il n'y a plus assez d'infirmières. Postulez et engagez-vous que dans des hôpitaux qui vous montreront pas de blanche sur leur engagement RSE. Ceux qui ne vous montreront pas de blanche, n'y allez pas. C'est comme ça qu'on va régler le problème. C'est pas l'État ou la loi ou la sanction qui fait qu'un hôpital va se lancer dans la démarche, c'est qu'il ne pourra plus recruter. C'est tout. Demain, les générations de gynécos, sages-femmes, pédiatres, anesthésistes, puères, même femmes de ménage. Aujourd'hui, une femme de ménage, il faut qu'elle aille dans un hôpital qui prend en considération le risque chimique. Pourquoi continuer à intoxiquer des personnels de ménage? Alors qu'on sait très bien qu'on peut réduire de 70% la chimie tout en luttant contre les infections nosocomiales. On le sait, on l'a prouvé, on l'a fait dans plein d'établissements de santé. Donc demain, la sanction, elle viendra des compétences dans les établissements de santé et dans les autres entreprises. Donc Il y ça, a des c'est grandes entreprises. avis à tous ceux qui sont en train d'essayer de recruter des infirmières et tout le personnel paramédical qui manque cruellement et qui, chacun, à coup de prime, à coup de salaire un peu augmenté ou peut-être de petites améliorations. Aujourd'hui, il y a aussi cette carte, ils peuvent la jouer. C'est-à-dire que s'ils sont éco-responsables, Et réellement, pas dans le greenwashing, pas dans le pipeau, hein, pas c'est-à-dire dans dans le le vrai. greenwashing, Voilà. ils Voilà. attireront aussi Ouais. des Ouais. professionnels de santé Ouais. que vous aurez formés ou Ouais. qui auront été Ouais. sensibilisés. Je le disais il y a 10 ans, je le vis maintenant. Voilà, il y a 10 ans, quand je commençais à inventer toutes ces méthodes et la démarche THQSE, très haute qualité sanitaire, sociale et environnementale, que l'on met en œuvre dans près de 400 établissements de santé dans le pays, là, je l'ai vécu, tiens, à Angoulême, ils ont été labellisés leur maternité au mois de décembre, et la sage-femme, quand elle a pris la parole, elle a dit, bien écoutez, en ces fêtes de fin d'année, 3 maternités ont fermé en Nouvelle-Aquitaine, nous, on a pu recruter des gynécos, des sages-femmes, des pédiatres et des puères, parce que nous sommes engagés dans une démarche RSE, vraiment. On est engagé dans une démarche de santé environnementale et on le prouve. On a supprimé les biberons plastiques à usage unique plein de phtalates. On a réduit la qualité, on a optimisé la qualité de l'air intérieur. On a travaillé sur la qualité de vie au travail. Ben, les gens, ils viennent bosser là. Voilà. Okay. Et demain, il y a des grandes sociétés en France dont je vais taire le nom, des grandes sociétés pétrolières dont je vais taire le nom, qui recrutent actuellement près de 2000 personnes. Ils ne trouvent pas de candidats. Parce que les jeunes générations, les jeunes cerveaux ne veulent pas aller dans ces sociétés qui participent à carboner l'énergie, qui participent à la pollution. Donc la clé, elle va être là. Le problème, quand vous me dites est-ce que ça bouge? Oui, ça bouge sur le terrain. Ça bouge pas au niveau de la haute fonction publique. Ça bouge pas au niveau de l'État. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de politique sur ces sujets-là. Donc au lieu de gagner du temps, on va en perdre. C'est-à-dire que si on avait du soutien, si on avait de la subvention, de l'éco-conditionnalité, de la mise en lumière des actions vertueuses, eh bien, ça irait plus vite.
Sauf qu'aujourd'hui, on passe notre temps à essayer de convaincre l'État du bien fondé de ses décisions. Donc on perd du temps, on pédale dans la semoule depuis 20 ans, alors que ça aurait pu avoir un effet de levier qui n'est pas là. Vous avez parlé de fermeture d'établissements. Mmh. C'est un sujet sensible. Est-ce que vous, avec, c'est un peu peut-être hors de votre domaine, mais je ne pense pas, avec 20 ans de recul, est-ce que vous avez l'impression que tous les établissements en France doivent rester tels qu'ils le sont, ou au contraire, de les rassembler, ça a du sens aussi au niveau écologique? Parfois, les Et territoires se font la guerre avec des établissements qui survivent l'un en face de l'autre. Donc, est-ce que vous, avec votre vision, vous avez l'impression que ça n'a pas lieu d'être non plus, parce que moi, c'est mon sentiment en tout cas, et ils devraient être rassemblés dans effectivement des bâtiments mmh. peut-être plus performants? Mais si vous voulez, j'ai un problème de fond, je vais être un peu en décalage par rapport à Ok, l'opinion publique sur le sujet. C'est du dogme. De oui, dire il faut fermer, il faut regrouper, c'est dogmatique totalement. C'est nul. Moi, j'ai commencé dans ma carrière en 92 pour gérer ma première maternité. Il y avait 600 maternités dans le pays. Je crois qu'on doit en avoir 200 là aujourd'hui. Est-ce que c'est mieux? Est-ce qu'on a moins dépensé d'argent? Est-ce qu'on soigne mieux? Oh, non. Non. Je veux dire, aujourd'hui, pourquoi limiter? On est dans une population qui augmente, qui vieillit, avec de plus en plus de soins à prodiguer, avec de plus en plus de techniques. Il y a 30 ans, quand ma grand-mère avait mal au ventre, on lui touchait le ventre avec le médecin généraliste. Après, il y a eu des radios, après, il y a eu des échos, après, il y a eu du scanner, après, il y a eu de l'IRM, et tout ça se rajoute en surcouche. Donc, les dépenses de santé, la vision dogmatique de notre politique de santé depuis des années, c'est réduisons l'offre pour réduire le coût. Et ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Investissons, diagnostiquons, faisons de la prévention, et puis que les meilleurs restent ouverts. Privilégions les meilleurs établissements. Si vous avez un établissement absolument génial qui fait 600 accouchements dans un village, pourquoi on le fermerait? Selon quel dogme? Si ils ont une super qualité, une super proximité, pourquoi faire des usines à bébés à 8000 accouchements totalement impersonnels? Je suis pas sûr que ce soit mieux. Sur quel principe, sur quel critère? Surtout que ça coûte plus cher des fois. Est-ce qu'on a réduit les dépenses de santé en fermant des lits? Non. C'est une erreur politique depuis 20 ans. Ça fait 20 ans que j'entends ça, hein. Il faut fermer des lits. Moi, on m'a même dit, quand j'ai voulu ouvrir mon premier service de soins palliatifs en 2003 sur Béziers, qu'il n'y avait pas de besoin. Putain, il y a des gens qui osent dire qu'il n'y a pas de besoin. Non, c'est pas ça, c'est qu'il n'y a pas de financement. Mais des besoins en lits de soins palliatifs et de compétences formées, il y a des besoins partout. Je ne connais pas d'endroit où il n'y a pas de besoin. il y a une audition Donc, complète sur la fin de vie et soins palliatifs, tellement le sujet est pas intéressant, on va dire entre guillemets. oui, mais moi j'ai eu des agents, des ARH, hein, agences régionales de l'hospitalisation à l'époque, qui m'ont dit, Ouais. lorsque j'ai voulu créer des lits, ils m'ont dit il n'y a pas de besoin. Voilà. Donc on est sur du dogme, on n'est pas sur de la politique de santé. Donc si, il y a des besoins, il y en a plein. Il y en a plein, plein. Donc est-ce qu'il faut regrouper? Est-ce que non, il faut des établissements accueillants avec des gens formés qui réduisent les consommations et le gaspillage. Il faut gérer, c'est tout. Il faut gérer les choses. J'étais dans un hôpital hier à Valenciennes. On ne parle pas des hôpitaux qui sont à l'équilibre et qui gagnent de l'argent. C'est extraordinaire. Il y a un hôpital là qui est à l'équilibre et qui gagne de l'argent. C'est quand même étonnant. Ça prouve que ça marche. Donc, on peut avoir des vraies politiques de santé, développer des parts de marché, développer même face à la concurrence. Pourquoi ils gagnent de l'argent? Parce qu'ils sont bons, ils sont meilleurs que les autres et qu'il y a des gens qui y vont, c'est tout. La T2A a permis aussi de booster et de prioriser les gens qui font un travail de bonne qualité. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de dogme sur ces sujets-là. Je pense qu'il y a trop de dogmes. C'est ce qui freine le plus, hein, de toute Ouais. façon. Enfin, je dois hélas conclure, puisque dans 8 Oui, minutes, je dois être avec mon équipe en ligne. Je vais vous faire une dernière proposition complètement utopique que je me suis amusé déjà à faire. À plusieurs endroits, on m'a toujours dit que c'était impossible, mais moi j'insiste, il faut fusionner le ministère de la Santé et le ministère de l'Environnement. Il faut qu'un seul ministère. Il faut un grand ministère qui prenne en considération la santé environnementale, la prévention de l'exposition des populations aux pesticides, aux effluents, à la qualité de l'air intérieur. Moi, je vis depuis 20 ans un truc assez incroyable, c'est que j'ai plus de contacts au ministère de l'Environnement qu'à la santé. À la santé, j'en ai pas. C'est le calme sur ces sujets-là. Il n'y a pas de contact, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas d'interlocuteur. C'est comme ça. Quand je suis au ministère de l'Environnement, on me répond très poliment, mais vous avez raison. Vraiment, vous avez raison, c'est super ce que vous nous dites. Mais vous savez, vous devriez aller voir le ministère de la Santé pour leur proposer. Mais bordel, mais pardon, mais arrêtons, quoi. Je veux dire, comment est-il possible aujourd'hui de continuer à vendre
dans les crèches françaises, dans les pharmacies, des produits pleins de perturbateurs endocriniens pour les femmes enceintes et les nouveau-nés. Pourquoi vend-on des médicaments qui contiennent des nanoparticules de dioxyde de titane qui sont largement suspectés de toxicité interdite dans l'alimentation? Comment peut-on acheter aujourd'hui des dispositifs médicaux contenant des phtalates? Comment est-il possible que quand je vais donner du plasma, même l'établissement français du sang me l'a écrit, puisque je suis sollicité par le CTS local pour donner du plasma, parce que je suis donneur de sang, je dis oui, je veux bien, si je suis sûr qu'on ne m'injecte pas de phtalate. Et j'ai un courrier de l'EFS qui me dit, bah si, monsieur, parce que dans les procédés et les dispositifs médicaux, ils sont qu'à base de phtalate, donc on va vous injecter une dose de phtalate triple de la moyenne habituelle nationale. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est fou! Donc, si vous voulez, il n'y a pas de politique sur ces sujets-là, il n'y a pas d'interlocuteur, il n'y a pas de vision à long terme. On n'est que sur du court-termisme. Donc, demain, si on veut s'en sortir, il faut non pas une énième commission, non pas une agence, non, ça ne marche pas. Il faut fusionner les ministères de la santé et de l'environnement pour enfin mettre en place une politique de long terme qui prenne en considération les doubles interactions, c'est-à-dire l'interaction que l'environnement peut avoir sur notre santé et l'interaction que le monde de la santé peut générer sur l'environnement. Alors clairement, ça, c'est quelque chose que nous, on a défini de la même façon. Donc, du coup, on se rejoint tout à fait là-dessus. Stéphanie, elle était la modératrice ce soir. Est-ce qu'il y a des questions vite fait, parce que vous avez dit que vous devez nous quitter? Alors, il me reste 6 minutes. Ouais, alors ouais, c'est ça. En fait, Thomas, on a Christelle Baldé qui a l'air très au courant de tout ça et qui avait plusieurs questions très pertinentes. Donc, j'ai envie de laisser la parole à Christelle. Oui, Christelle. Bon, c'est gentil, merci. Je vais essayer d'être synthétique. Bonsoir à tous. Bonsoir Olivier Thomas. Je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt la semaine dernière. C'est fabuleux. Je partage 100% de ce que vous dites. J'ai néanmoins une question. J'ai appris que l'Europe, par l'intermédiaire du Green Deal, le pacte vert, a injecté 600 milliards d'euros sur la question du recyclage, ce qui représente un tiers du budget européen. Alors, est-ce que la question aujourd'hui, elle est plus française du tout? Elle va être européenne? Première question. D'une part, je ne le sais pas. Et d'autre part, je pense que le recyclage n'est pas la bonne solution. Pour exprimer mes propos, on vient d'interdire les curettes à oreilles, les cotons-tiges en plastique et les pailles en plastique. C'est super. Mais on vient de les remplacer par des curettes à oreilles en bois et des pailles en papier. Donc ça veut dire que on détruit quand même, j'ai oublié de le dire dans mon introduction, 15 millions d'hectares de forêt par an. Hein. C'est-à-dire qu'on est en train de fabriquer les pandémies de demain, là aujourd'hui, par nos achats. C'est-à-dire que si on arrête le plastique pour défoncer des forêts, pour faire des pailles ou des curettes à oreilles, on est des fous furieux, on n'a rien compris. Non, il faut changer de méthode, c'est-à-dire qu'il faut arrêter l'usage unique. Là, d'accord, donc c'est pas le recyclage la solution. C'est pas ça, c'est d'arrêter la paille. Le ciseau de cordon ombilical jetable à usage unique en maternité, c'est du délire, mais on continue, on l'achète 3 centimes en Chine, on a l'impression de faire un coup, alors qu'on pourrait créer des emplois dans toutes nos stérilisations françaises de gens qui vont stériliser les outils. Donc, si vous voulez, c'est pas tant le recyclage qu'il faut faire. Un autre exemple, on vient de faire l'analyse du cycle de vie des biberons jetables à usage unique. Moi, je préconise depuis des mois dans les maternités de passer sur des biberons en plastique à usage unique à des biberons en verre à usage unique. C'est ce que je porte depuis des mois. Et en fait, c'est une connerie, j'aurais jamais dû faire ça, puisqu'on vient de faire l'analyse du cycle de vie. On s'est aperçu que l'analyse du cycle de vie du biberon jetable en plastique ou du biberon jetable en verre, c'est kiff. Voilà. Et ce qu'il faut, c'est donner un biberon lavable à une maman. Quand elle arrive à la maternité, on lui donne 3 biberons. Elle fera 1 an avec. Et on lui apprend, voilà, la sage-femme et la puère va apprendre à la maman à faire un biberon, à laver son biberon comme à la maison, plutôt que de lui apprendre à lui filer un truc qu'elle va jeter derrière. Donc, si vous voulez, le sujet, c'est pas tant le recyclage, c'est de changer nos modes de consommation. Alors, et que l'hôpital soit exemplaire. La loi AGEC, oui. C'est justement ce qu'elle tend. Alors, oui. Je me demande si la loi, finalement, elle tend vers ça, puisque c'est le décret 3R, là, ce fameux réutiliser, réduire et recycler. En fait, c'est bullshit, ça fonctionne pas, parce que ça existe, ça, ce décret-là existe, cette loi existe, et elle n'est pas appliquée, alors. Déjà, la loi AGEC, ça c'est Egalim, ça c'est la loi Egalim, l'interdiction du plastique à usage unique, tout ça, mais elle est mal faite la loi, pardon, mais interdire le gobelet en plastique pour foutre un gobelet en carton n'a pas de sens, c'est pareil, il faut arrêter de le jeter. Le vrai sujet, si vous voulez, c'est des emplâtres sur des jambes de bois. Interdire la touillette à café, là je suis désespéré quand je vois des touillettes à café ou des couverts en bambou. Non,
Non, non, non, non, non, non, non. Il faut équiper les enfants, il faut équiper les entreprises d'un gobelet jetable. Voilà ce que j'ai dans ma sacoche. C'est pas pour faire le malin, mais voilà, c'est le cadeau d'accueil quand on vient travailler chez nous. Voilà, vous voyez, c'est le machin, voilà, c'est fabrication française, c'est génial. Ben voilà, mais ça, vous économisez des dizaines, des centaines de couverts par an. Donc, je pense qu'il faut vraiment réfléchir plus en profondeur sur nos pratiques. Et il faut interdire l'usage unique, sauf si c'est pas possible de faire autrement. Très bien. Vous êtes en déplacement, vous n'allez pas laver les couches de votre gamin, on est bien d'accord. Mais aujourd'hui, qu'une couche jetable soit moins chère et plus accessible qu'une couche lavable, alors elles sont éco-conçues maintenant, les couches lavables. Hein. Je veux dire, il y a des mamans qui les utilisent. Hein. Quand j'ai dit ça à ma mère, elle me dit c'est une idée de mec, parce qu'elle se tapait les langes de ses enfants il y a 50 ans. Mais aujourd'hui, ça a été changé, si vous voulez, donc ça marche beaucoup mieux. Mais il faut que ça soit plus avantageux financièrement, il faut que ça soit soutenu. Alors, je suis un peu inquiète parce que, en fait, j'ai un frère qui est plasturgiste, tout ça, enfin bref, qui me donne des nouvelles. Et il m'a dit que, voilà, c'est issu d'une source d'un journal très sérieux, Usine Nouvelle, qu'en 2025, il y a une usine à 850 millions d'euros qui va être implantée en France, puisque la France, visiblement, c'est la nouvelle terre promise pour les industriels. Ça sera donc la plus grosse usine de recyclage de plastique par le chimiste Eastman. C'est très bien. Non, mais que l'on recycle le plastique, non, mais le recycler le plastique, c'est bien. Mais si vous voulez, il faut les deux. C'est-à-dire que là, je vous parlais de la solution hydroalcoolique. Ce machin-là, OK, ça, je vais pas le faire en métal, je vais pas aller le recharger à la pharmacie tous les matins. OK, je vais le jeter, ce truc-là. Qu'il soit revalorisé, ça a du sens. Par contre, c'est pas le récipient en plastique qu'il faut détruire. On aura toujours besoin de récipients en plastique. C'est l'usage unique qu'il faut réduire. Non, mais c'est entre l'usage unique, et vous comprenez, c'est ça qu'il faut changer. Donc, on est des usines qui revalorisent le plastique, c'est génial, bravo. Quand on va transformer ça en console de bagnole, oui, ça va créer des emplois, c'est génial. L'idée, c'est pas de passer forcément à du masque lavable, mais c'est de revaloriser ce truc-là. Je veux bien. Par contre, il y a des quantités de choses sur lesquelles il faut arrêter le fait que ce soit jetable systématiquement. Et il y en a tellement dans notre métier en santé. Regardez, ça serait trop long de l'expliquer maintenant. Là, j'ai des infirmières qui m'ont alerté il n'y a pas longtemps sur des packs de chirurgie ambulatoire dans des hostos. Elles me les ont montrés, je les ai au bureau. Voilà, il y a 3 pinces à agrafe dedans. Elles me disent, j'en jette systématiquement 2. Elles sont en métal. Du fait que je ne sais pas où les foutre, je les mets en dasserie. Mais non, mais c'est ça qu'il faut arrêter. C'est ça qu'il faut arrêter. Vous comprenez? Alors, je vais juste partager une action qui est menée chez nous depuis 12 ans dans un petit hôpital. Ça fait 12 ans qu'on recycle par une initiative de quelques individus. Et on a réussi à créer carrément une filière parallèle de recyclage du plastique dans les blocs opératoires, en plus du fil de bistouri électrique et en plus de l'aluminium, etc. L'hôpital a mis en place une benne qui réceptionne tous ces produits à recycler. Et donc, ça coûte moins à l'hôpital. Aujourd'hui, moi, ma problématique, et je partage ce que vous dites, c'est-à-dire il n'y a pas d'interlocuteur, j'ai bien été incapable de répliquer ce modèle qui fonctionne. Alors, je vous dis pas que c'est parfait dans l'usine, le recycleur local, je vous dis pas qu'il recycle tout, hein, c'est pas parfait. Mais je veux dire, l'hôpital a un gain économique, il épargne quelque chose, et puis il y a un gain écologique. Mais je suis bien incapable de répliquer ce modèle parce qu'il n'y a pas d'interlocuteur. Oui. Pouvez-vous m'aider? D'où l'importance de cette proposition que nous avons faite et que j'ai refaite ce matin à la DGOS de créer ce logiciel d'éco-conception des soins. C'est ce qui va nous permettre demain, d'avoir les méthodes et les outils pour faire des choix éclairés. Et pas uniquement des choix en fonction du marketing, de la taille de la jupe de la visiteuse médicale ou du petit accord que j'ai localement avec mon petit fournisseur qui va bien. Non. Une décision éclairée. Mais pour ça, il faut un outil. Comme on l'a créé il y a 20 ans, le bilan carbone, moi, je propose de créer l'outil d'éco-conception des soins. Ça coûte de l'argent, mais au final, ça coûte rien. On l'a fait chiffrer. Hein. Il y a 2 ans de boulot avec une équipe de 30 personnes. Donc, c'est un budget à près de 2 millions d'euros. Pour vous et moi, c'est monstrueux, 2 millions d'euros. Mais à l'échelle du secteur hospitalier, c'est gratuit. Ça coûte rien. Pour arriver à donner des outils pour réduire les consommations de l'ensemble des hôpitaux français, je peux vous dire que ça ne coûte rien. Les économies à générer seraient tellement énormes que ça serait colossal. Voilà. Vous m'en voulez pas, mais je suis vraiment obligé Non, de mais laisser. merci. On vous libère, bien sûr, et encore merci pour tout ça. Je pense que ça va être… On n'était pas très nombreux devant vous ce soir, mais c'est tellement rediffusé. Et après, il y a beaucoup de gens qui vont faire cette analyse de la vidéo qui sera mise sur la chaîne YouTube. Je vous ai invité, je ne sais pas si vous avez le temps de vous voir passer, mais
vous êtes officiellement invité le 27 ou le 28 à Paris. On fait un colloque de restitution de toutes les auditions. Ok, vous m'avez envoyé ça par quel moyen? Parce que je serais ravi de venir, mais vous me l'avez envoyé, vous m'avez invité par quel moyen? Par un mail? Je viens juste de vous l'envoyer là sur le fil de discussion. Vous allez parce recevoir que une invitation officielle par mail. Ok. Voilà. Mais comme ça, je sais que vous avez déjà un petit peu l'info. Ok, super. Je vais le regarder de près. Si je peux être là, j'y serai. Et si vous m'envoyez un mail, je vais vous envoyer ce que je vous ai dit par écrit. Vous ayez une trace. Je l'ai écrit pour pouvoir garder quelque chose. Voilà. Pas de souci. Hein? Pas de souci. Merci beaucoup. Et merci à vous. Bonne continuation. Ne lâchez rien. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir.